Ok, donc voilà, il parle d'espoir immodéré et de déception tapageuse. L'illusionnisme politique résulte en effet de la projection en un modèle construit intellectuellement dans lequel on se réfugie avec le bon espoir d'en avoir une expertise concrète. Là, le professeur est en train de nous parler de ce qui va se passer en octobre. Hein. Ou bien, quand le professeur va arriver au pouvoir, il est en train de nous dire déjà que faites attention. Faites attention. Je reprends. L'illusion politique résulte en effet de la projection en un modèle construit intellectuellement dans lequel on se réfugie avec le bon espoir d'en avoir une expérience concrète. Mais un modèle reste un modèle. De la même manière qu'une maquette reste une maquette. Au Cameroun, le RDPC n'a fait que gouverner avec les maquettes. Ils ont fait les maquettes des hôpitaux, ils ont fait les maquettes des maquettes des chemins de fer, ils ont fait les maquettes des autoroutes. En termes de maquettes, franchement, ils sont des as, quoi. Ce sont des flèches. Mais quand il s'agit de mettre sur pied ces maquettes-là, franchement, on ne les voit plus. On ne capture pas un paradigme. Or, réaliser concrètement un modèle idéal signifierait cela. C'est parce qu'il y a une distance entre l'idéal et l'écriture de la réalité que nous devons faire l'effort de déceler ce qu'il y a de meilleur dans nos modèles de gouvernement, en plus de chercher à les rapprocher du modèle idéal. De même qu'il faut considérer les organes et les formes comme des hypothèses scientifiques et philosophiques, de même, il faut considérer chaque régime politique abstraitement construit comme étant une hypothèse de théorie politique. Dès qu'on entreprend de la vérifier concrètement, apparaît aussitôt le décalage d'amplitude variable suivant les pays entre le modèle théorique et l'expérience concrète. Le professeur insiste beaucoup dans cette partie sur la théorie et la pratique, sur l'idéal et le réel, sur ce qu'on attend et ce qu'on reçoit effectivement. C'est-à-dire que le modèle, quand on fait un modèle, on l'idéalise. Même le programme du MRC, c'est un programme idéal. Mais il n'est pas exempt de toute forme de heurte à la réalité. Il va peut-être se heurter à la réalité. Et puis, peut-être des choses qu'on a prévu de faire en 3 ans, on les fera peut-être en 4 ans. C'est le cas, par exemple, des pays de l'AES. Quand les Ibrahim Traoré sont arrivés, on s'attendait à ce que d'un coup d'un seul tout se transforme. Non. Ils vous ont dit non, ça prend du temps. On a pris du temps pour nous plonger dans ces situations, ça prendra du temps pour se relever. On avait peut-être des idées, on s'est fait peut-être une idée, on avait une ambition, on avait un projet, et la réalité nous fait comprendre que d'une certaine manière, on doit se moduler. Et la grandeur des hommes politiques réside aussi dans leur capacité à se moduler permanemment et à s'adapter à la réalité. C'est aussi ça la valeur des grands hommes politiques. J'arrive, j'ai une vision, j'ai une ambition, j'ai un projet, j'ai même déjà écrit le projet, il est parfait, il est indiscutable, il est idéal. Mais quand je prends les rênes de la réalité, quand je suis dans la réalité, dans la real politique, la réelle politique, on dit réelle, la réelle politique, je me rends compte que mon modèle était beaucoup trop idéal et que d'une certaine manière, il y a des choses que je dois modifier pour avancer. Avancer peut-être doucement, mais sûrement. Je dois modifier des choses, je dois rajouter, je dois retirer, je dois ainsi de suite. Donc, c'est cette capacité de modulation-là qui fait que certaines personnes réussissent là où d'autres échouent. Et je pense que le professeur réussira à ce niveau-là parce que il est accompagné aussi de personnes qui ont de très bonnes visions, une très bonne compréhension des choses publiques et politiques. Donc c'est tous ensemble qu'ils vont pouvoir y arriver. De la même manière, par exemple, en 2020, quand le MRC décide de ne pas aller aux élections couplées législatives et municipales, c'est parce que jusqu'au bout, ils se sont dit on va y aller avec conviction, avec fermeté. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent et qu'ils se heurtent à la réalité qui voudrait que quand les gens du MRC arrivent quelque part dans un bureau, non seulement la personne ferme son bureau et part parce qu'il ne veut pas signer leur dossier, mais aussi que quand ils arrivent même quelque part, on les bastonne. Ça, c'est la réalité. Mais quand vous êtes dans le modèle pour vous, c'est quoi? L'idéal pour vous, c'est quoi? C'est de faire un dossier. On vous a demandé votre acte de naissance. On vous a demandé en tout cas tout ce qu'il faut pour constituer un dossier. Vous l'avez fait. Mais au moment où il faut vraiment... attendez un peu. Hein. Ok. Donc, au moment où il faut maintenant aller faire ce qu'il y a à faire sur le terrain, on se rend compte que la réalité est complètement différente et que voilà, les dossiers qu'on avait pris pour acquis qu'ils seraient signés ne seront pas signés parce qu'on a en face de soi des personnes qui sont qui refusent d'exercer leur devoir de faire leur travail.
de faire leur travail. Vous devez signer, ils ne signent pas. Et donc, jusqu'au bout, le MRC se dit, ben, on va quand même essayer. Et à la fin, ils se disent, mais ça ne vaut pas la peine. On a essayé de s'adapter à la réalité. Ça ne fonctionne pas. Et on ne va pas aller accompagner ces gens simplement pour qu'ils nous prennent, pour qu'ils se servent de nous pour justifier cette élection. Et force a été de constater que quand le MRC boycotte les élections, c'est le record de non-participation jamais vu. Ça veut dire que les Camerounais ont suivi le mot de le boycott. Et ça veut dire que les Camerounais étaient d'accord qu'il ne fallait pas aller légitimer cette élection-là. Donc, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Donc, il faut, le professeur met énormément en exergue la différence entre le réel, entre l'idéal et le réel. La différence entre le modèle et ce qui est matériellement réalisable, physiquement réalisable. Et c'est à ça que nous devons tous nous attendre, hein, parce que là, il faut qu'on sorte de cette illusion que quand le MRC ou bien le président Moïse Kamto va arriver au pouvoir, tout va changer d'un coup d'un seul. Ce ne sera pas possible. Il dit, il faut donc regarder le modèle théorique comme un idéal paradigmique, comme une identité attractive qui meuble l'horizon de la pensée politique et qui agit comme un moteur de la dynamique sociale, comme le carburant qui alimente le débat politique et pousse la démocratie à la conscience de ses limites, au désir de dépassement et de perfectionnement. Voilà. Voilà la conclusion du professeur par rapport à ça. Enfin, c'est pas une conclusion, hein, c'est un autre paragraphe, je vais le lire encore. Il dit, il faut donc regarder le modèle théorique comme un idéal paradigmique. Le programme politique du MRC est un modèle théorique, mais qui a un idéal paradigmique, le programme politique du MRC, comme une identité attractive qui meuble l'horizon de la pensée politique et qui agit comme un moteur de la dynamique sociale, comme le carburant qui alimente le débat politique et pousse la démocratie à la conscience de ses limites, au désir du dépassement et de perfectionnement. Donc, qu'est-ce qui est le carburant qui alimente nos débats politiques en ce moment? Je pense que non seulement il y a ce qui ne fonctionne pas au Cameroun et l'idéal que nous avons de ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, telle chose fonctionne mal alors que idéalement, voilà comment ça devrait fonctionner. Mais ce qui alimente aussi beaucoup notre débat politique, et surtout depuis 2018, hein, où on a quand même, même si elle s'est complètement retournée, Michel Ndoki qui a quand même eu la loyauté de reconnaître, enfin, la loyauté de ce point de vue-là, qui a quand même eu, on va dire plutôt, l'intelligence de reconnaître que on peut peut-être ne pas aimer le professeur Moïse Kamto, mais force est de constater ou bien de reconnaître que grâce à lui, on a mis le programme politique au centre du débat politique. Le programme politique au centre du débat politique. C'est le carburant qui devrait alimenter nos débats. C'est le programme. Parce que là, finalement, on ne fait pas des débats pour le plaisir de faire. On ne parle pas pour le plaisir de parler, mais on parle parce que nos débats, nos analyses, notre compréhension, notre vision de la vie sont sous-tendus par quelque chose, par un programme qui a été écrit, pensé par des hommes politiques et qui ont une vision, qui ont un idéal paradigmique, qui veulent amener le Cameroun quelque part. Mais ça, c'est la théorie. La réalité des faits peut être différente. Il faut se préparer à ça. Et voilà. Il faut se garder de substituer une illusion à une autre. Si le multipartisme colonial était irrémédiablement condamné, ce n'est point en raison de la vérité ethnique ou tribale dont on l'a si souvent affabulé. C'est avant tout parce qu'il manquait de socle culturel, d'enracinement social. Conçu et réalisé par la puissance coloniale, il semblait par trop artificiel et se nourrissait de rancœurs attisées et entretenues depuis la métropole. Conçu et réalisé par la puissance coloniale, il semblait par trop artificiel et se nourrissait de rancœurs attisées et entretenues par la métropole. Si la démocratie pluraliste s'impose comme une nécessité impérieuse dans l'Afrique actuelle, si la démocratie pluraliste s'impose comme une nécessité impérieuse dans l'Afrique actuelle, c'est parce qu'elle correspond à une aspiration profonde des peuples. Elle correspond, la démocratie pluraliste, la vraie démocratie pluraliste à laquelle les États africains aspirent. C'est celle qui correspond aux aspirations des peuples.
La démocratie à laquelle les Camerounais aspirent, c'est celle qui correspond à ce que nous voulons, à ce dont nous avons besoin pour nous réaliser en tant qu'État, en tant qu'individu, en tant que société. Donc c'est impératif que nous ayons cette démocratie pluraliste-là, mais une démocratie pluraliste qui sera aussi protégée par ceux qui gouverneront le Cameroun. Mais son succès dépend indubitablement de la patience que l'on mettra à la bâtir. Vous entendez encore, le professeur parle encore ici de patience. Si la démocratie pluraliste s'impose comme une nécessité impérieuse dans l'Afrique actuelle, c'est parce qu'elle correspond à une aspiration profonde des peuples. Mais son succès dépend indubitablement de la patience que l'on mettra à la bâtir. La démocratie est une œuvre des croyants et d'esthètes. Vous allez m'aider, hein, peut-être, je ne sais pas si ceux qui connaissent un peu plus que moi j'ai des difficultés à prononcer certains mots, hein, alors que c'est des mots simples. Esthète, on dit ça, esthète. Est-ce que vous êtes là? Je vous écris ça, hein, vous me dites comment on dit ça. C'est compliqué pour moi. Esthète. Le professeur aussi, il peut pas chercher des mots plus faciles. Hein, le professeur Maurice Kamto. Si tu étais sur TikTok, on allait t'insulter que tu es trop intellectuel. On est fatigué des intellectuels. Les gens te respectent seulement parce que tu es loin, professeur, parce que vous êtes loin. Mais si vous étiez sur TikTok, on vous aurait déjà lynché, hein, parce que les mots que vous utilisez là sont compliqués. Et nous, on n'aime pas ce qui est compliqué, on aime ce qui est simple. Donc voilà. La démocratie est une œuvre des croyants. Je vais sauter ça. Hein. Une œuvre de croyants. Elle s'édifie à la manière des cathédrales du Moyen-Âge européen, pierre après pierre, jusqu'à ce que l'ensemble, comme un fascinant complexe architectural soutenu par d'immenses colonnes, se dresse, darde le ciel de son haut clocher et défie le temps. Et je relis, hein. Je lis d'abord tout et puis on va relire cette partie-là, je la trouve hyper intéressante. Si elle s'impose comme volonté d'un homme, elle sera bonne pour le placard. Ah, esthète, merci. Esthète, tu vois, c'est un mot facile, hein, mais ça me dérange. Esthète, merci. Merci de m'aider. Si elle s'impose comme volonté d'un homme, elle sera bonne pour le placard parce qu'aucun corset n'a jamais pu soir à une société. Et de fait, comme l'a écrit Régis Debray, les sociétés ne connaissent que des processus, gouvernés en définitive par des lois qui sont l'expression d'un rapport constant entre plusieurs séries de phénomènes. C'est pourquoi les modèles constitutionnels ou de régime politique attendez un peu. C'est pourquoi les modèles constitutionnels ou de régime politique à bâtir doivent tenir compte du contexte social existant au lieu de se contenter d'être un énième modèle démocratique, censé nous faire tomber les alouettes de la démocratie toute rôtie de la bouche. Je recommence cette partie. Hein. Kemda, concentre. Je suis concentrée. Attendez, je me concentre davantage. C'est qu'il y a des mots comme ça quand ils tombent dessus. Hein. C'est simple à prononcer, mais ça me dérange. Ça me dérange, je sais pas pourquoi. C'est simple à prononcer. Je prononce des mots beaucoup plus compliqués que ça. Mais de simples mots comme ça, de 3 syllabes, et ça me dérange. Ça me dérange. 2, 3 syllabes et ça me dérange. Je commence cette partie. Hein. Il faut se garder de substituer une illusion par une autre. Si le pluralisme colonial était irrémédiablement condamné, ce n'est point en raison de la vérité ethnique ou tribale dont on l'a si souvent affublé. Aujourd'hui, là, ça va pas être facile. C'est avant tout parce qu'il manquait de socle culturel, d'enracinement social. Conçu et réalisé par la puissance coloniale, il semblait par trop artificiel et se nourrissait de rancœurs attisées et entretenues depuis la métropole. Si la démocratie pluraliste s'impose comme une nécessité impérieuse dans l'Afrique actuelle, c'est parce qu'elle correspond à une aspiration profonde des peuples. Mais son succès dépend indubitablement de la patience que l'on mettra à la bâtir.
La démocratie est une œuvre de croyants et d'esthètes. Elle s'édifie à la manière des cathédrales du Moyen-Âge européen, pierre après pierre, jusqu'à ce que l'ensemble, comme un fascinant complexe architectural soutenu par d'immenses colonnes, se dresse, darde le ciel de son haut clocher et défie le temps. Si elle se bâtit dans la précipitation, elle sera à reprendre. Si elle se bâtit dans la précipitation, elle sera à reprendre. Si elle s'impose comme volonté d'un homme, elle sera bonne pour le placard, parce qu'aucun corset n'a jamais pu soir à une société. Et de fait, comme l'a écrit Régis Debray, les sociétés ne connaissent que des processus, gouvernés en définitive par des lois qui sont l'expression d'un rapport constant entre plusieurs séries de phénomènes. C'est pourquoi les modèles constitutionnels ou de régime politique abattis doivent tenir compte du contexte social existant au lieu de se contenter d'être un énième modèle démocratique censé nous faire tomber les alouettes de la démocratie toute rôtie dans la bouche. Il faudra qu'on soit patient. Parce que la démocratie ne se bâtit pas dans la précipitation. Et si elle se bâtit dans la précipitation, elle sera à reprendre. Et de la même manière que la démocratie ne doit pas s'imposer comme étant la volonté d'un seul homme. Ça doit être la volonté de tous. Sinon, elle est bonne pour le placard. Parce qu'il n'y a pas un corset qui peut soir à une société. Voilà. Donc voilà ce qui est de cette partie concernant... C'était sur la surenchère des paradigmes. La surenchère des paradigmes. Et après cette partie, le professeur nous parle de la démagogie. La démagogie. Et il dit, un mal mine les démocraties. C'est la démagogie, le vice de la parole trahie. Tournant en une compétition féroce pour la conquête du pouvoir, où l'on croit tous les coups permis, et où tout est bon pour prêcher quelques électeurs, le jeu démocratique moderne contribue en effet à dévoyer le langage. Détournés de leur signification, les mêmes mots n'ont plus toujours le même contenu pour tous. Ils ne correspondent plus à ce qu'ils représentent. Dans le flot verbal qui submerge les médias et inonde les foules, les mots deviennent slogans. Ils se fractionnent, se délitent et perdent leur sens. La parole devient verbiage et le discours politique un verbialisme démagogique. Seul compte encore et toujours l'illusion, le tourbillon des mots et des petites phrases, l'impressionnisme, des images amplifiées de nos jours par le moyen de communication moderne. Par les moyens de communication modernes. C'est pour cela que l'art politique, écoutez bien, c'est pour cela que l'art politique est, même en démocratie, le seul à pouvoir offrir des chances de succès aux médiocres. Quand le professeur parle de démagogie, nous savons tous ce que c'est que la démagogie. Et le professeur dit, c'est pour cela que l'art politique, même en démocratie, l'art politique est, même en démocratie, le seul à pouvoir offrir des chances de succès aux médiocres. Ça vous dit quelque chose? Ce désordre de langage, jadis dénoncé par Confucius, trouble le jeu politique. Et il dit ceci. Quand les mots, appellations, concepts ne sont pas exacts, disait le philosophe chinois, les jugements ne sont pas clairs, les œuvres ne prospèrent pas, les sanctions tombent à faux et le peuple ne sait plus où il en est. Quand les mots ne sont pas exacts, les jugements ne sont pas clairs, les œuvres ne prospèrent pas, les sanctions tombent à tout faux et le peuple ne sait plus où il en est. Fin de citation. Mais qui a intérêt à la clarté? Qui a intérêt à la clarté? Qui a intérêt dans l'état du Cameroun aujourd'hui? Qui a intérêt à la clarté? C'est nous. Nous avons intérêt à la clarté. Le RDPC n'a pas intérêt à la clarté. Parce que
la clarté leur permettrait de partir. Quand tous les Camerounais seront sortis de cette illusion-là, de ce verbiage-là, de ce verbialisme-là, des mots qu'on prend et qu'on transforme pour pouvoir voilà, aller toujours plus loin dans la démagogie. Si les Camerounais arrivaient à avoir un peu de clarté, ça profiterait au changement. Mais qui a intérêt à la clarté? Qui veut que le peuple s'y retrouve, qu'il sache où on le mène? Qui veut que le peuple s'y retrouve? Qu'il sache où on le mène? C'est une question, c'est des questions que le professeur pose. Les politiciens y perdraient davantage qu'ils n'y gagneraient. Le choix des citoyens serait plus judicieux et la médiocrité n'aurait point de part dans le gouvernement des hommes. Je reprends, il dit, qui a intérêt à la clarté? Qui veut que le peuple s'y retrouve? Qu'il sache où on le mène? Point d'interrogation. Et il répond, les politiciens y perdraient davantage qu'ils n'y gagneraient. Le choix des citoyens serait plus judicieux et la médiocrité n'aurait point de part dans le gouvernement des hommes. Lorsque les leaders et les formations politiques n'ont plus aucun projet pour la société, ni aucune ambition pour la nation, lorsque la conquête et la conservation du pouvoir devient l'unique fin de la lutte politique, le radicalisme devient la seule stratégie dans l'arène politique et la mauvaise foi tient lieu d'argument dans le débat sur le devenir de la collectivité. Je relis. Lorsque les leaders et les formations politiques n'ont plus aucun projet pour la société, ni aucune ambition pour la nation, lorsque la conquête et la conservation du pouvoir deviennent l'unique fin de la lutte politique, le radicalisme devient la seule stratégie dans l'arène politique et la mauvaise foi tient lieu d'argument dans le débat sur le devenir de la collectivité. Est-ce que le professeur n'est pas en train de nous décrire le RDPC ici? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous décrire la fin, bien comme on dit souvent, les soubresauts de fin de règne? C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à nous proposer. Ils n'ont pas de programme politique, ils n'ont pas de projet de société, ils n'ont pas d'ambition politique, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de vraies ambitions politiques, ils n'ont pas de vision pour le Cameroun. Ils n'ont plus ça. En effet, ils ne l'ont jamais eu. Et le professeur dit que quand des gens n'ont plus ça, quand ils n'ont pas de projet pour la société, quand ils n'ont aucune ambition pour la nation, et lorsque la conquête et la conservation du pouvoir devient l'unique fin de la lutte politique, ça c'est le RDPC qu'on nous décrit, non? Parce que les gens du RDPC nous ont toujours dit que le but de la politique c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver. C'est le RDPC qui a toujours répété cette phrase. J'ai même l'impression qu'ils ont pris ça de ce livre. Ils ont toujours dit ça. Le but de la politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver. Conquérir le pouvoir et le conserver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans leur vision de la politique, il n'existe pas de projet pour la nation. Il n'existe pas d'ambition pour la patrie. Il n'existe pas de programme politique. Et puisqu'ils n'ont pas tout ça, puisqu'ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de vision, ils n'ont rien de tout ça. Parce qu'avoir un projet, ça veut dire s'asseoir pendant des jours, pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années même, s'asseoir avec des experts de chaque domaine, de parler, de confronter les idées. On prend le programme politique, on a 5 piliers, le programme politique du MRC. Il y a 5 piliers de ce programme-là. C'est un programme qui s'étend sur 88 pages. Ça veut dire que, et qui touche tous les aspects de la vie du Cameroun. La vie politique, la vie sociale, la vie culturelle, la vie économique, la vie éducative, la vie sanitaire, tout ça, c'est des aspects qu'il faut toucher dans un programme politique. Ça voudrait dire que d'une certaine manière, on prend des experts, on ne prend pas des profanes d'un domaine, on prend des experts, on les met ensemble, on leur demande de faire, de penser, de regarder l'état de notre pays et de proposer des choses qui peuvent être réalisables. C'est un travail de longue haleine. Donc, c'est un travail qui se fait sur la durée, sur le long terme. Et on a donc d'un côté un parti politique qui est sérieux, qui sait ce que c'est que d'avoir un projet, une ambition, qui a quelque chose à proposer, qui n'est pas dans les débats de personnes, qui n'est pas dans la conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir. Non, ils se disent, si on nous vote, si on nous, les Camerounais nous donnent leur voix, si les Camerounais nous mandatent, si les Camerounais aliènent une partie de leur liberté, une partie de leur souveraineté
pour nous la donner afin que nous la protégions, il faudrait qu'on soit à la hauteur. Et pour être à la hauteur, il faut travailler. Il faut travailler en amont pour avoir un résultat en aval. Et donc, on va prendre des experts qui vont travailler sur chaque domaine. Là, on parle le premier pilier, par exemple, par la réforme des institutions. On cherche des gens qui sont du domaine, on leur demande comment on peut faire, on leur demande ce qu'il faut faire, ils analysent, ils font des recherches, ils font même des thèses de doctorat, ils travaillent dessus, ils font des propositions, ils proposent, on leur dit non, peut-être on n'est pas d'accord avec la proposition que vous faites parce qu'on pense plutôt que, et ainsi de suite. Il faut rentrer, il faut retravailler ce qu'on avait proposé avant, il faut essayer de... Voilà. Et ça, c'est dans tous les aspects de la vie de l'État. On a donc un parti politique qui a été capable de faire ça. Ça veut dire que c'est un parti qui est sérieux. Ça veut dire que c'est un parti qui a un projet, qui a une ambition. Ils ne se chargent pas seulement de faire ça. Mais ils vous disent aussi que pour financer cela, voilà ce qu'on... Ils vont chiffrer, ils vont vous dire combien ça va coûter à l'État de faire ça. Combien ça va coûter d'implémenter tout ce qu'ils disent qu'il faut implémenter? Combien ça va coûter de construire des routes? Combien ça va coûter de faire ci, de faire ça? Et à la fin, ils vous disent, voilà comment nous comptons financer tous ces projets-là. On ne vous dit pas ça parce qu'on vous fait, on veut simplement vous vendre un programme ou bien que on veut vous vendre, voilà. Non. On vous dit comment on va faire. On est complètement transparent avec vous. Ça, c'est un modèle, c'est un idéal paradigmique qu'on vous présente. Maintenant, il se pourrait que quand on aura la réalité du pouvoir, que les choses se corsent un tout petit peu et tout résidera, notre réussite commune résidera dans notre capacité à nous moduler, à nous adapter. Mais de l'autre côté, on a un parti politique qui est capable de faire ça. De l'autre côté, on a un parti politique qui n'a jamais fait ça. Qui n'a jamais donné un programme en bonne et due forme aux Camerounais. Ils se sont toujours contentés des slogans et de la démagogie. Slogan, démagogie, slogan, démagogie. Ils se sont toujours contentés de cela. Et leur seule ambition politique est de conquérir le pouvoir et de le conserver. Ça, c'est l'unique but de leur lutte politique. Conquérir le pouvoir et le conserver par tous les moyens, quoi qu'il en coûte. Si pour conserver le pouvoir, on doit inscrire ou bien donner des cartes d'identité à des personnes qui ne sont pas camerounaises, simplement parce qu'on veut leur donner des cartes d'électorat qui leur permettront de voter en octobre, alors on le fera. Si pour conserver le pouvoir, on demandera à Eric Essoussé, qui est le directeur de l'ECAM, de ne pas publier le fichier national qui permet à tous les Camerounais de savoir si dans le fichier national, leurs noms sont bien écrits, leur date de naissance y figure, en tout cas toutes les informations qui y sont bien enregistrées. S'il faut demander à Eric Essoussé de ne pas publier cette liste-là, alors on le fera parce que notre seule ambition politique est de conquérir le pouvoir et de le conserver. Ils ont déjà conquis le pouvoir et ils se contentent simplement depuis de le conserver. Et comme j'ai dit pour cela, ils sont prêts à tout, quoi qu'il en coûte. Même si pour cela, il faut écraser tous les Camerounais, ils le feront. Même si pour cela, il faut détruire 30 millions de personnes et ne conserver que 300 000 personnes, ils le feront. Parce que c'est ça leur seule ambition politique. Mais nous leur proposons autre chose. Nous disons, nous savons déjà de quoi vous êtes capables et nous ne voulons pas continuer dans la même lancée parce que si ce serait suicidaire de continuer dans cette même voie-là. Ce serait complètement suicidaire. Voilà. Un tel contexte met en relief cette remarque de Nietzsche qui dit ceci. Tout parti cherche à préserver à présenter autant pour moi comme insignifiant ce qui a grandi d'imminent en dehors de son sein. Mais s'il n'y réussit pas, il l'attaquera avec d'autant plus d'acharnement que l'excellence en sera plus grande. Je relis ça, hein, la pensée des grands philosophes comme ça qui nous compliquent la vie. Alors, tout parti cherche à présenter comme insignifiant ce qui a grandi d'imminent en dehors de son sein. Mais, s'il n'y réussit pas, il l'attaquera avec d'autant plus d'acharnement que l'excellence en sera plus grande. Avec d'autant plus d'acharnement que l'excellence sera
plus grande. C'est pour ça que des fois quand on se demande mais le professeur fait comment pour supporter, comment il vit toutes ces attaques dont il fait l'objet, comment est-ce qu'il traverse ça? Et il n'est pas seul, je veux dire, tous ces élus du MRC, toutes ces grandes personnalités, en tout cas toutes ces personnalités du MRC, comment est-ce qu'elles font pour subir toutes les attaques? On les vilipende, on les dénigre, on les critique, on les insulte, on dit tout et n'importe quoi sur eux. Et ils sont là, ils tiennent debout, ils se dressent, ils sont là et ils regardent. Ils ne baissent pas la figure, ils ne courbent pas les chines. Ils sont là, ils regardent, ils disent on vous affrontera. Donc c'est parce qu'ils sont préparés. C'est parce que même psychologiquement, le professeur est préparé. Parce que plus tu es excellent et plus l'acharnement sera grave. Plus tu offriras ce qui attire, c'est-à-dire que regardez même TikTok, hein. N'allons même pas trop loin. On en est venu à attaquer des personnes qui parlent d'excellence. Et l'attaque est toujours plus féroce. Et quand on voit ce que le professeur subit, on se dit, ben oui, il le savait avant de s'engager. Il en était profondément conscient. Peut-être qu'il a lui-même relu le livre qu'il avait écrit en se disant, mais voilà, ce que je disais à une époque, je ne savais pas que ça devait s'appliquer à moi et de la plus belle des manières. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, plus vous serez excellent, plus l'acharnement sera profond. Plus vous offrirez des choses dont ils n'en sont pas capables, plus ils vous attaqueront. Le MRC a offert un programme politique qui est attaqué par tous les partisans du moindre effort, par tous les partisans de la médiocrité, qu'ils soient partisans d'effort parce qu'ils l'ont toujours été, qu'ils soient partisans du moindre effort parce qu'ils le sont devenus. À la dernière minute, on voit même des gens qui sont dans la résistance et qui sont du changement, mais qui attaquent l'excellence. Ça veut dire que le professeur Moïse Kamto n'est pas exemple de leur attaque non plus. Et pourtant, ils disent qu'ils sont de la résistance et qu'ils sont du changement, qu'ils veulent changer de paradigme, qu'ils veulent changer de vision, qu'ils veulent qu'on sorte de cette vision du RDPC selon laquelle il faut conquérir le pouvoir et le conserver à tout prix, quoi qu'il en coûte, pour entrer plutôt dans le paradigme des programmes, le paradigme du débat, le paradigme de la victoire à travers la parole, à travers la proposition, à travers l'ambition qu'on propose à ceux qui doivent nous voter, à ceux qui doivent nous élire, à ceux qui doivent aliéner leur liberté pour nous donner, afin que nous soyons les présidents ou bien ce qu'on voudrait devenir pour le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il est prêt. Et nous devons tous être prêts par rapport à ça. Plus vous serez excellent, plus on vous attaquera. Et en vous attaquant, on ira prendre des choses que vous n'imaginez même pas. On a vu le professeur Mesanga Nyamdine, qui à une époque avait sorti quelque chose de complètement aberrant, complètement hallucinant sur le professeur Moïse Kamto, au point où, moi je me dis, quand on attaque quelqu'un de cette manière-là, nous qui sommes de l'extérieur, ben, on va s'indigner, mais on passe à autre chose. Parfois, on passe à autre chose. Mais la question est de savoir comment est-ce que la personne attaquée vit ça. Parce que ça pourrait même t'amener à douter de toi, à te dire, mais est-ce que ce n'est pas vrai ce qu'on a raconté? Est-ce que je n'ai pas fait ça peut-être dans un moment où j'étais pas lucide, peut-être j'avais bu un peu trop d'alcool, peut-être j'étais sous l'effet de quelques substances, un peu sous l'effet des substances du bonheur. Est-ce que je n'étais pas sous cet effet-là et que emporté par cette légèreté, par ce bonheur éphémère-là, j'ai fait des choses qui étaient peu recommandables? C'est des gens qui vont vous amener à douter de vous. On en arrive à ça, mais c'est parce que vous témoignez, vous montrez une intelligence qui titille ou bien qui secoue carrément leur médiocrité, leur conviction selon laquelle la médiocrité doit être notre modèle. Et donc vous apportez quelque chose de différent, mais pas quelque chose de différent parce qu'on veut quelque chose de différent de la médiocrité, non. On veut carrément l'excellence. Donc c'est un combat de la médiocrité, de l'excellence contre la médiocrité. Et le médiocre sera toujours plus farouche parce que pendant que vous dormez, pendant que vous, l'intelligent, l'intellectuel que vous êtes devenu, pendant que vous ne dormez pas la nuit parce que vous êtes en train de lire un dernier livre de Nietzsche, ou bien de lire un dernier livre de Freud, ou bien de Platon, ou bien de je ne sais pas qui, ou bien que pendant que vous êtes en train de regarder des documentaires sur l'astronomie, ou bien que vous êtes en train de lire des livres sur la physique quantique, pendant que vous ne dormez pas la nuit en faisant ça, il y a des gens qui, eux, dorment la nuit, mais se lèvent à 5 heures pour commencer à dire qu'est-ce que je peux fabriquer comme mensonge pour
pour ternir l'image de cette personne qui pense qu'elle est excellente là. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Ça ne lui prend pas beaucoup de temps. Vous, ça vous prend des heures, des mois, des semaines, des années pour devenir ce que vous devenez. Ça vous prend même comment je vais dire, de priver vos familles, vos affects, vos enfants, vos femmes, vos maris, d'un temps que vous auriez pu passer avec eux, parce que simplement vous voulez vous cultiver, vous voulez transformer le monde, vous voulez changer le monde, vous voulez faire partie de ceux-là qui se lèvent pour que le monde se transforme. Et pendant que vous faites ça, le médiocre, qu'est-ce qu'il fait? Il dort tranquillement, il ronfle, voilà, il boit ses bières avec ses amis, il est au bar, la vie est simple, il commente les choses complètement banales qui n'apportent rien à l'évolution de la société, à la modernisation de la société. Et le matin à 5 heures, pendant que peut-être vous êtes encore en train de réviser parce que vous n'avez dormi que 4 heures, vous vous levez à 5 heures du matin et vous dites, mais comment est-ce que je vais réviser? Comment est-ce que je vais faire ci et ça? Je vais faire un peu de méditation, voilà, pour être un peu au top. Il faut que je prépare ma journée, j'ai tellement de choses à faire, j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire. Lui, il n'a pas le temps. C'est trop d'énergie, c'est trop de temps gaspillé. Lui, son temps, il le gaspille sur des choses complètement banales, sur des choses éphémères, sur des choses physiologiques. C'est-à-dire que les choses qui sont là, qui ne sont là que pour satisfaire ses besoins primaires, primitifs et physiologiques, il est là pour ça. Et puis après, il sort un mensonge comme ça qu'il va mettre sur vous. Oui, on a vu le professeur qui a dit qu'il n'irait pas enseigner les moutons. Et là, vous allez prendre du temps, vous allez prendre des années pour vous justifier, pour vous expliquer, pour faire entendre raison à ces gens qui, d'une certaine manière, sont tombés dans le piège de la foule et qui avancent sans même remettre en question quoi que ce soit, sans poser de questions, sans chercher à savoir si ce qu'on dit, si ce dont on accuse l'autre est vérifié, si c'est vérifiable, si on a des preuves. Non, l'effet de masse, ça les entraîne et ils le répètent à tue-tête, simplement parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire ça. Et vous devez travailler tous les jours pour détruire ces mensonges-là. Le combat du médiocre est mais vraiment, est très loin du combat de l'excellent. Est très loin du combat de l'intellectuel. Est très loin du combat de celui qui a de la vision. On n'est pas au même diapason parce que vous ne vibrez pas à la même fréquence. Sa fréquence-là, c'est vraiment zéro. En bas de zéro, là. C'est sa fréquence. C'est là-bas qu'il se trouve bien. Votre fréquence là, c'est très loin. Et lui, il va tout faire. Pam, il vient. Il dit quelque chose qui va monter là, vous touchez. Ça vous fait descendre, le trouver là-bas. Et vous devez encore travailler. Lui, il n'est pas là pour ça. Ce n'est pas son travail. Et le problème aussi du médiocre, c'est qu'il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Et plus il parle, plus il ment. Et plus il ment, parfois on a l'impression que plus il ment, plus il a des personnes, plus il appâte des personnes. Voilà, il obtient en quelques heures ce que l'excellent va obtenir en 3 mois. Simplement parce qu'il ment et que dans son mensonge, il ne parle qu'aux passions des gens. Il ne parle jamais à l'intellect des gens. Il ne parle jamais à leur raison. Il ne parle jamais à leur côté rationnel, à leur côté cartésien. Il parle toujours à leurs émotions. Il parle toujours à leurs passions. Et une fois que vous avez touché les émotions et les passions des gens, vous les avez drainées dans la foule. Où on ne pose plus de questions, où on ne remet plus rien en question, où l'esprit critique fait table rase devant la volonté de détruire l'autre simplement parce qu'on a entendu des choses qu'on ne peut même pas contrôler, qu'on ne peut même pas vérifier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que leur acharnement est féroce. Mais on ne devrait pas baisser les bras, on ne baisse pas les bras. Parce qu'on ne peut pas laisser la médiocrité triompher. On ne peut pas laisser l'ignorant triompher, comme le dit souvent Cano. La démagogie est tyrannie parce qu'elle avilit le peuple et le détourne de la raison. La démagogie est tyrannie parce qu'elle avilit le peuple et le détourne de la raison. C'est pour ça que je parlais de parler à vos affects, à vos passions. On parle à vos passions pour vous éloigner de ce qui est rationnel. C'est un peu comme le populisme et la démagogie qui fait rage aujourd'hui. En Europe, c'est-à-dire que quand vous regardez des pays comme les pays occidentaux aujourd'hui, à chaque fois qu'on a, voilà, ils vont parler de l'immigration. Quand on est en phase électorale, là, les gens de l'extrême droite vont toujours, c'est-à-dire que leur programme politique, c'est presque toujours ça. C'est l'immigration, la source de tous les maux, la source de tous les problèmes, la source de tout ce qui est mauvais dans un pays. Et en faisant ça, on se rend compte que plus on parle de ça, plus on remet des couches. Et chaque fois qu'un migrant, par exemple, fait
une erreur qui est humaine, une erreur que tout le monde fait, alors on pointe du doigt toutes les personnes qui ont migré, toutes les personnes qui sont arrivées d'ailleurs, et on dit c'est eux la cause de votre problème. Si votre pouvoir d'achat a baissé, c'est à cause d'eux. Quand vous arrivez aux urgences, si on ne vous prend pas en charge à temps, c'est à cause des migrants. Quand vous allez au supermarché et qu'on a ajouté 10 centimes sur le prix du yaourt, c'est à cause des migrants. Si les poubelles ne sont pas ramassées parce que la commune ne fait pas son travail, c'est à cause des migrants. Si en tout cas, on prend le migrant et on fait le bouc émissaire et on fait de lui l'objet principal de tous les maux qui minent la société. Et ça draine des foules. Ça draine des foules, pourquoi? Parce que là, on parle aux passions des gens. On parle à leur passion. Parce que parler à leur raison serait très difficile. Parler à leur raison reviendrait à créer chez eux ce que le professeur a appelé la clarté. On clarifierait certaines choses qui leur permettent. Ça reviendra à leur poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que le pouvoir d'achat, vous n'avez pas travaillé à rehausser le pouvoir d'achat des citoyens? Et là, on demande des explications rationnelles et des explications sur lesquelles on pourrait les juger. On pourrait voir s'ils ont travaillé comme il fallait ou pas. Mais là, non. On parle à leurs affects, on parle à leurs émotions, on parle à leurs passions. Et une fois qu'on a parlé à leurs passions, on réussit à les entraîner dans le mouvement des masses, le mouvement des foules, qui ne voient plus, qui devient complètement aveugle et qui perd tout sens de rationalité. C'est pour ça que le professeur dit que la démagogie est tyrannie parce qu'elle avilit le peuple et le détourne de la raison. Le procès de Socrate, ce fut la mise en scène du mensonge. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont regardé ça, en tout cas sur YouTube, hein, si vous avez la possibilité, si vous avez le temps, il faut aller regarder le procès de Socrate. C'est très enrichissant, ça permet de comprendre profondément la nature humaine, le procès de Socrate. Donc vous pouvez chercher ça sur YouTube, hein, vous trouvez. Le procès de Socrate, ce fut la mise en scène du mensonge, comme furent ceux de Patrice Lumumba, d'Ernest Wandier, de Diallo Telli et bien d'autres encore, le procès du mensonge. Ce à quoi il faut se préparer, c'est, écrit François Châtelet, à définir un ordre de pensée et de l'activité tel que jamais aucun Socrate ne puisse être tenu pour fou. Je reprends. Le procès de Socrate, ce fut la mise en scène du mensonge, comme furent ceux de Patrice Lumumba, d'Ernest Wandier, de Diallo Telli et de bien d'autres encore. Ce à quoi il faut se préparer, c'est, écrit François Châtelet, à définir un ordre de pensée et de l'activité tel que jamais aucun Socrate ne puisse être tenu pour fou. Fin de citation. Ce qu'il faut redouter aujourd'hui et demain, c'est la laideur des mots vieillis précocement par la démagogie. Et c'est sur ces mots que le professeur termine cette partie sur la démagogie. Maintenant, on passe à la démocratie en situation. La démocratie en situation. Donc là, je pense que c'est vraiment la fin de cette partie, que je n'ai pas vraiment, je n'ai pas envie de finir ce livre, j'ai pas envie de le terminer parce que j'ai l'impression que, comme tous les livres, hein, chaque fois que je termine un livre, chaque fois que je suis à la dernière page, je sens un vide profond, j'ai l'impression que je m'éloigne de quelque chose qui, voilà. C'est pour ça que la fin des livres est toujours un moment un peu douloureux pour moi. Peu importe le type de livre. Hein. Donc, mais je vais le terminer quand même. Il faut qu'on le termine et qu'on passe à autre chose. La démocratie en situation. À l'origine, le débat sur l'avenir de la démocratie en Afrique tournait autour des possibilités de choix entre la démocratisation du régime du parti unique et l'instauration de la démocratie pluripartisane. Rien n'empêchait d'ailleurs que l'on imaginât une troisième branche dans cette alternative, celle des démocraties sans parti politique. Rien, en effet, ne s'y oppose théoriquement. La démocratie directe peut être effectivement... Non, la démocratie directe peut effectivement se passer sans dommage de parti politique. On sait combien le rôle des partis est limité dans le fonctionnement de la démocratie en Suisse notamment.
La souveraineté populaire y est exercée directement ou régulièrement par le biais des référendums d'initiative populaire court-circuite. Ah non, la souveraineté populaire qui est exercée directement ou régulièrement par le biais des référendums d'initiative populaire court-circuite les partis politiques dont la formation tribunicienne dans le système politique s'en trouve considérablement amoindrie. Bonsoir, bonsoir, Noah Bonbon, bonsoir à tout le monde, hein, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Mais la démocratie directe n'est adaptée, on le sait, qu'aux sociétés politiques de taille réduite. Elle exige de surcroît une culture démocratique profondément enracinée, un très grand sens de responsabilité des dirigeants et un haut degré de civisme de tous les citoyens. C'est pour ça que la Suisse peut se permettre, elle répond à tous ces critères. C'est pourquoi elle peut fonctionner en Suisse, pays de liberté bien sûr, mais aussi pays de l'ordre et de l'autodiscipline. Arrivera-t-on jamais à cette autodiscipline au Cameroun? On l'espère. C'est moi qui le dis, hein, c'est pas le professeur. Kem d'apprendre un verre d'eau. D'accord, je vais boire un peu d'eau. C'est aussi pourquoi sa chances de succès sont faibles au niveau actuel de développement politique des États africains, même les plus petits. Voilà, parce que même si l'État est petit, parce qu'on suppose que les démocraties directes peuvent être adaptées, quand l'État est petit, quand l'ordre fonctionne dans le pays, ou bien quand il y a autodiscipline. Mais le professeur dit même dans les démocraties, les petits États africains, c'est difficile parce que ils répondent peut-être aux critères le pays qui est petit et tout, l'État qui est petit et tout, mais les autres critères ne sont pas cochés, quoi. C'est-à-dire que l'ordre parfois n'y est pas, l'autodiscipline parfois n'y est pas non plus, et donc on ne peut pas aspirer à une démocratie directe dans ces pays-là. C'est des critères, des paramètres comme ça qui doivent être tous mis ensemble pour pouvoir accéder à ce genre de modèle-là. Les partis politiques sont encore indispensables au fonctionnement de nos sociétés politiques, comme ils le sont dans toutes les sociétés politiques démocratiques démographiquement importantes. Ils le sont parce qu'ils ont une double fonction, 2 points. Une fonction pédagogique d'abord en tant qu'ils concourent par l'explication de leur programme ou la diffusion de leur idéologie, mais aussi par la critique des idées et des actions diverses à la formation de l'opinion. Ça vous dit quelque chose? On va relire. Une fonction politique ensuite, consistant principalement en la mobilisation des citoyens en vue de s'en servir pour la conquête du pouvoir ou à tout le moins pour influencer significativement le jeu politique, mais aussi pour assurer la défense des valeurs de liberté et de démocratie dont la préservation conditionne leur propre existence. Donc, on se calme un peu. Voici le genre de partie que quand je suis contente, je suis tellement contente, on se dit waouh, on est en 85 et le professeur avait déjà compris qu'il fallait mettre le programme politique au cœur du débat politique. C'est pas quelque chose qui est arrivé en 2018. Voilà, à la faveur du vent en poupe que le MRC avait, à la faveur de beaucoup de choses, ils ont réussi à tordre le cou à la dictature de Biya qui voulait qu'on s'asseye simplement sur les plateaux télévisés et qu'on parle se mettront sur votre chemin et vous mettront les bâtons dans les roues. Raison pour laquelle les Camerounais, quand on veut se battre pour les Camerounais, vraiment, il ne faut pas les regarder. Il ne faut pas les écouter, il ne faut pas les entendre, parce que si tu les écoutes, tu les entends, tu vas baisser les bras. Alors que tu es en train de te battre pour des choses pour lesquelles demain, ils te diront merci. Ils te seront éternellement reconnaissants. Donc le professeur, en 1985, il pense déjà que malgré tout, il faut pouvoir remettre le débat, remettre le programme politique au centre du débat politique. Il faudrait que le débat soit basé sur quelque chose de concret. On est en 1985 quand il pense cela.
Oh, tout sauf Kamto dit ceci. Va avec ça, va au char avec ça. Eh, mon ami, lisez un peu. Le professeur Moïse Kamto sera ton qui ont carrément mis leur cerveau au champ, continue de dire non. Où sont les preuves? Qu'est-ce qui prouve que c'est au CED qu'on l'a torturé? Qu'est-ce qui prouve que c'est elle? Qu'est-ce qui prouve que c'est elle? On n'a aucune preuve de ceci, on n'a aucune preuve de cela. Donc même comme ça, même avec les preuves, avec une vidéo qui ne souffre d'aucune ambiguïté, on a quand même des gens qui vont encore douter. Et donc, c'est parce que, de manière subtile, ils ont amené les gens à se dire que non, on est dans un pays démocratique et que donc, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. C'est pour ça que le parti, les régimes monopartisans sont extrêmement dangereux. L'aliénation des libertés individuelles, le harcèlement programmé du psychisme jusqu'à l'obtention de la capitulation. Donc, psychologiquement, on vous torture. C'est ce qui a été le cas pour Félix Roland Moumié à l'époque, par un Français qui s'appelait Guy de Georgie, je crois, un truc comme ça. Je crois, oui, je crois que c'était lui, Guy de Georgie. Je crois que c'est le nom du monsieur qui avait complètement plongé Félix Roland Moumié dans une petite psychose qui a failli le rendre fou. C'est-à-dire que il a commencé à espionner le monsieur et il a commencé à faire une torture psychologique, une répression psychologique sur Félix Roland Moumié. Au point où lui-même il dit, voilà, on te harcèle tellement, le harcèlement psychologique, au point où tu as peur de ton ombre, tu regardes ton ombre et tu as peur. Tu dis, mais peut-être c'est quelqu'un qui est en train de venir me finir avec moi comme ça. Et ça a eu un impact sur lui parce qu'on voulait qu'il capitule. Et Félix n'a pas capitulé parce que c'est des gens aussi qui avaient un mental d'acier. Et le professeur dit justement le harcèlement du psychisme jusqu'à l'obtention de la capitulation de l'homme, jusqu'à sa destruction intellectuelle. Intellectuellement, on vous détruit. Psychologiquement, on vous harcèle et ça crée la peur. Vous devenez complètement paranoïaque. Vous devenez paranoïaque. Vous avez peur de tout et de tout le monde. Et intellectuellement, voilà, jusqu'à la destruction intellectuelle, voire physique si nécessaire. Donc, s'il faut même vous éliminer, ben, ils vont vous éliminer. Hein. Voilà, pour garder leur pouvoir et tout, ils vont vous éliminer. Et le professeur continue. Il est surtout illusoire. Non, j'ai sauté une partie. Le parti unique est le degré extrême du mal, pouvait écrire Simone Weil, dans le langage de la philosophie morale chrétienne, dont elle fut une figure imminente. Il est surtout l'illusion d'harmonie politique, de cohésion idéologique, illusion d'efficacité dans la croyance niaise et feinte qu'un peuple tout entier, en un temps et en un lieu donné, regarde dans la même direction. La romancière sénégalaise Myriam Ba constatait cette absurdité dans un style simple qui donne à sa formulation un surcroît de puissance. Elle dit ceci: le parti unique ne traduit jamais l'expression unanime des citoyens, fin de citation. Et d'ajouter, je cite, les différences enfantent des chocs qui peuvent être bénéfiques au développement d'un pays si elles émanent des patriotes vrais qui n'ont d'ambition que le bonheur des citoyens. Fin de citation. En 1976, Léopold Sédar Senghor ne voulait pas donner de leçons à ses pairs africains. Aujourd'hui, il déclare: le parti unique, c'est une erreur, car le monopartisme, c'est contraire à la tradition africaine. Foi d'anciens présidents de la République qui, le premier, a introduit le pluralisme, le multipartisme en Afrique noire francophone, après les brèves expériences des lendemains des indépendances. Le premier aussi à avoir volontairement pris congé de ses fonctions présidentielles, assurant ainsi à son pays une transition pacifique à la tête de l'État en 1980. Parole d'homme de culture aussi, de linguiste, ayant enseigné pendant 15 ans, dit-il, les langues et les civilisations africaines à l'École nationale de la France d'outre-mer. Le multipartisme en question, des fausses querelles. Le seul mot
de multipartisme déchaîne encore la fureur de certains dirigeants africains. Deux arguties reviennent fréquemment. Premièrement, à les en croire, le multipartisme ne peut être qu'un multi-ethnisme en Afrique, c'est-à-dire une source de division et d'affrontement et donc une entrave à la construction de la nation. Voici comment certains dirigeants africains voyaient le multipartisme. C'est-à-dire que pour eux, quand on parlait de multipartisme, ça leur donnait la chair de poule, ça leur donnait des sueurs froides parce qu'ils voyaient en ça le multi-ethnisme. Non, ils ne voyaient pas que, voilà, quand on parle de multipartisme, il s'agit de partis qui se constituent et que dans ces partis-là, on peut avoir les personnes de tous les horizons venant du pays. Non, ils voyaient simplement que, quand on parle de multipartisme, ça voudrait dire en dehors de leur parti, hein, parce qu'ils supposent toujours qu'ils sont un parti idéal dans lequel il y a un peu toutes les couches de la société, un peu tous les citoyens venant de tout horizon, comme le RDPC. Le RDPC croit et se dit que, ok, on n'est pas un parti ethnique parce que, voilà, les militants du RDPC appartiennent à toutes les régions du Cameroun, ce qui est vrai. Mais dans leur volonté de détruire les autres partis politiques, ils vont naturellement faire croire que les autres partis politiques ne peuvent pas non plus avoir cette diversité-là. Donc pour eux, s'il y a un parti qui naît, c'est simplement que la personne qui a créé le parti, c'est le parti des gens de sa région. Ils nous ont amenés à croire ça et à comprendre cela au point où aujourd'hui... quand on voit en dehors du RDPC, hein, c'est-à-dire qu'eux, ils sont toujours un parti où il y a tout le monde. Il y a les gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de tout ce que vous voulez. Ils sont RDPC. Mais si vous créez un parti politique au nord, ils vont supposer que c'est le parti politique des nordistes. Si vous créez un parti politique au centre, ils vont supposer que c'est le parti politique des gens du centre. Si vous créez un parti politique à l'ouest et que vous êtes de l'ouest, ils vont supposer que c'est le parti politique des gens de l'ouest. Si vous créez un parti dans le littoral et que vous être du littoral, on va supposer que c'est le parti politique des gens du littoral. Et ils ont amené tout doucement la conscience la conscience collective à croire à ces choses-là. Ce qui est tout à fait faux. Parce que ce qui est valable pour vous devrait aussi être valable pour les autres. Si vous dites qu'au RDPC, il y a tous les Camerounais, pourquoi penser qu'au MRC, il n'y aurait pas tous les Camerounais simplement parce que le président du MRC est de l'Ouest? Pourquoi penser qu'au PCRN, il n'y aurait pas tous les Camerounais simplement parce que le président du PCRN, je ne sais pas d'où il est? Voilà, donc c'est des construits comme ça qu'on construit et qu'on met tout doucement, on amène tout doucement la conscience collective à l'admettre et à l'accepter et à ne la percevoir que sous cet angle-là. Maintenant, vous aurez beau vous expliquer, vous aurez beau vous justifier, quand on vous collera toujours cette étiquette à la peau. Le MRC, par exemple, a toujours été taxé d'être un parti de Bamileke. Tout le temps. Et quand on interviewe le professeur Moïse Kamto chez Valérie Ndongo, donc quand Valérie Ndongo fait cette interview avec le professeur, où il pose cette énième question de savoir est-ce que le MRC c'est un parti de Bamileke, le professeur Moïse Kamto dit mais c'est une blague. Pour que le MRC soit un parti de Bamileke, il faudrait que tous ceux qui sont au MRC soient Bamileke. Or, si on veut regarder seulement le directoire, c'est-à-dire que les têtes du MRC, les grosses têtes du MRC, le président est de l'Ouest, le vice-président Mamadou Mota est du Nord, le deuxième vice-président est peut-être de, je crois que, je sais pas d'où il est, mais il a fait toute cette liste-là et c'est lui, il était le seul de toute la lignée des présidents, parce que je crois qu'il y a jusqu'à 5 vice-présidents, même j'étais choqué de voir ça, il y a jusqu'à 5 vice-présidents et tous sont d'horizons différents. On a des secrétaires, on a des trésoriers qui sont pas de l'Ouest comme le professeur Maurice Kamto, mais on a des adhérents, on a des militants, on a des sympathisants qui sont de toutes les régions du Cameroun. Mais dans la volonté de diaboliser le parti, dans la volonté de réduire le parti à néant, on a mis cette sémantique-là dehors en disant le MRC c'est un parti de Bamileke. Et donc tous ceux qui sont du MRC sont des Bamileke. On a souvent traité Wilfried Dekanga de Bamileke. Je connais des personnes qui ne sont pas Bamileke qu'on a traité de Bamileke. Simplement parce qu'ils sont du MRC. Donc, vous êtes du MRC, le MRC, selon eux, est un parti Bamileke par ricochet. Vous-même, si vous appelez Mamadou, vous vous appelez Atangana, vous vous appelez Ngorbidi, vous vous appelez je ne sais pas quoi, alors vous êtes Bamileke. Comme par enchantement, vous êtes devenu Bamileke. Et nous ne devons pas laisser que ces gens continuent de nous réduire à nos simples régions d'appartenance. C'est pour ça que je trouve que le fédéralisme communautaire est extrêmement dangereux pour la construction de la nation. Premièrement, à l'aise en croire, le multipartisme ne peut être qu'un multi-ethnisme en Afrique, c'est-à-dire une source de division et d'affrontement et donc une entrave à la construction de la nation.
Il conduirait à l'aventure périlleuse du régionalisme et du tribalisme. Deuxièmement, le multipartisme est un modèle importé dont l'Afrique n'a nullement besoin puisqu'elle peut faire appel à son génie propre pour inventer un paradigme démocratique qui épouse mieux ses spécificités. On a souvent entendu les gens nous dire ça. Son introduction en Afrique relèverait autant pour moi, donc, d'un mimétisme de mauvaise foi, de mauvaise aloi. Et ainsi, d'illogisme en contre-vérité, jette-t-on le discrédit sur le pluralisme partisan au nom d'une sorte de développement politique autocentré et d'une volonté d'inculturation ou d'indigénisation de la technologie politique. Or, comme l'a écrit un observateur de la scène politique africaine, je cite, « Ceux qui soutiennent cette thèse ne renoncent pas à d'autres articles importés, tels les voitures importées, etc., pour aller à dos d'âne ou se contenter de calebasses. » Vous entendez? On a souvent entendu certaines personnes qui soutiennent le RDPC ici sur TikTok, hein. Je ne vais pas citer le nom de ce monsieur-là parce qu'il me répugne, dit « Non, la démocratie n'est pas africaine. Comment dit-on démocratie dans votre langue maternelle? Ce n'est pas pour nous, c'est les choses des Blancs. Nous avons nos paradigmes, nous avons notre spécificité. » Il dit ça, il est dans le métro en France. Il dit ça et il mange du camembert. Il dit ça et il boit du champagne, il boit du ruinard. Il dit ça et il prend l'avion. Il dit ça et voilà. Il dit ça et il ne s'habille pas en tenue traditionnelle de chez nous tous les jours. Non. Il s'habille en chemise blanche, en veste cravate, parfois en nœud papillon. Il dit ça et pourtant, voilà. Et on dit, mais vous ne pouvez pas nous dire que la démocratie n'est pas faite pour les Africains. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on doit tenir compte de nos spécificités, ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai, mais rappelez-vous que à l'aube des indépendances, on a voulu tenir compte de nos spécificités et on nous a fait croire que c'est le régime, le parti unique qui était bien pour nous parce que ça permettait de sécuriser l'État, ça permettait d'homogénéiser l'État. Mais qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? De quoi s'est-on rendu compte après? Que c'était le parti de l'exclusivisme et de l'exclusivité, et du monolithisme et de l'intolérance. Et pour ne citer que ça, mais le monopartisme n'a que des tares, c'est un problème, c'est un danger. Il n'y a rien d'avantageux dans le monopartisme. Parce que qui dit monopartisme dit pensée unique. Et il ne peut pas avoir de transformation de la société quand on pense d'une seule manière et de la manière dont celui qui est à la tête de l'État pense. Parce que quand on dit pensée unique, il ne s'agit pas de la pensée d'un citoyen lambda. Il s'agit de la pensée de celui qui est aux manettes du pouvoir, qui est le président de la République. Et donc, s'il pense qu'on va aller tous tomber dans l'eau et mourir, on ira. Le professeur disait, on va aller soit à la prospérité, avec le parti unique, on va, je paraphrase, hein, à la prospérité, soit par la voie d'un seul homme, soit à la dérive, par la voie d'un seul homme encore, parce qu'il n'y a personne pour lui dire, monsieur le président, faites attention, parce que le chemin que vous êtes en train de prendre est dangereux pour l'État. Et que si on se rend compte que vous devenez dangereux pour l'État, on doit se mettre sur votre chemin, on doit se dresser contre vous, parce que vous n'êtes pas l'État. Vous êtes le président de la République, mais vous n'êtes pas l'État. L'État, c'est tous les citoyens, l'État, c'est nous tous. L'État, c'est toutes les institutions. Donc, le monopartisme n'a rien d'avantageux. Nous avons déjà expérimenté ça. Nous avons aussi, dans des pays où on a expérimenté les militaires. Les militaires qu'on vante aujourd'hui et qu'on nous présente ça comme le seul modèle de gouvernance. Ce qu'on oublie de dire aux gens, c'est que le Burkina Faso, on a encore vu des personnes qui sont sorties manifester le 30 pour apporter, vraiment des personnes qui sont sorties de partout dans le monde pour apporter leur soutien à cet enfant de la terre-mère, de l'Afrique, le berceau de l'humanité là. Tout le monde a manifesté, les Africains, les non-Africains ont manifesté pour apporter témoigner leur solidarité à cet homme qui est en train de se battre pour relever son pays, qui est en train de se battre contre l'impérialisme pour lequel ses pères avant lui, comme Thomas Sankara, se battaient déjà. Et l'avantage que nous avons, l'avantage que Ibrahim Traoré a aujourd'hui, c'est que nous sommes une génération différente. Ils sont en train de se battre ils sont en train de faire ce qu'ils ont fait à nos pères, mais ils ont oublié que nous sommes une autre génération. Nous sommes la génération de ceux à qui, heureusement, les réseaux sociaux sont en train d'apprendre
à se lever, d'apprendre. Les réseaux sociaux, d'une certaine manière, aussi nous apprennent à connaître nos pays, à connaître notre histoire, à connaître nos vies, à connaître nos dirigeants, à connaître comment fonctionne l'impérialisme, ce qu'il fait, ce qui l'enrichit, ce qui le nourrit. C'est aussi le rôle que les réseaux sociaux, le côté positif que les réseaux sociaux est en train d'avoir sur les luttes africaines. C'est ce qui permet aujourd'hui qu'on attaque, ou bien que le Conseil américain se lève et qui dit que, voilà, nous en tant qu'Américains, on suppose qu'on doit prendre, il faut embastiller ce monsieur-là, il faut le mettre en prison, il faut le finir avec lui parce que il est en train de prendre les richesses de son pays pour lui-même. Il est en train de prendre ça, il met dans des comptes offshore pour sa gloire personnelle. Et donc pour cela, nous, Américains, parce que nous sommes les gendarmes du monde, avec nos associés français qui sont les gendarmes de l'Afrique, nous devons mettre ce monsieur hors d'état de nuire. Et que là, tu as des Africains du monde entier qui se lèvent et qui disent non, vous avez fait ça à nos pères, vous ne nous la ferez pas. Vous avez fait ça à nos pères parce que peut-être à ce moment-là, il n'y avait pas les moyens de l'information qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas la possibilité de rester aux États-Unis et de savoir en Côte d'Ivoire bien... Non, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire. De rester au Cameroun, de rester au Burkina Faso et de savoir ce que les Américains sont en train de préparer. De rester en Jamaïque, en Haïti, au Venezuela, de savoir tout ça. Et donc, ils se sont dit, ce monsieur est en train de travailler pour sa nation. Il est hors de question que lors du Burkina Faso soit la chasse gardée des Américains et des Français au point où, à partir du moment où il y a un fils de cette nation-là qui se lève et qui dit non, il faudrait que l'or serve d'abord aux Burkinabés, que vous veniez leur dire non, il faut qu'on tue ce monsieur et que vous le disiez en mondo-vision en pensant que ça ne va rien changer parce que de toutes les manières, les Africains ne se lèvent jamais. Et donc, on a des Africains qui se sont levés partout dans le monde. C'est avec beaucoup de... J'ai la chair de poule quand je parle de ça. Qui se sont levés partout. Qui ont dit, vous touchez à ce monsieur, you are messing up with the wrong generation. Vous vous trompez. On va se lever, on va se dresser. Vous avez fait ça à Kadhafi? Ouais. Mais vous ne feriez pas ça à Ibrahim Traoré. Parce que si Kadhafi avait été là à cette période-ci, je pense que les Africains se seraient aussi levés. Parce que là, aujourd'hui, on peut se lever. Et les Africains partout dans le monde se lèvent pour dire stop. Ça a beaucoup trop duré, il faut que ça s'arrête. C'est incompréhensible qu'on nous dise que l'Afrique est pauvre, les Africains sont pauvres. Et puis on voit des publicités de personnes qui prennent des photos d'enfants qui sont en train de discuter la nourriture avec les mouches pour faire les ONG. S'il vous plaît, donnez un seul euro, cette publicité avec une voix mielleuse. S'il vous plaît, si vous donnez seulement 1 centime peut sauver la vie d'un enfant. Moi, c'est des publicités que j'écoute souvent en italien. Tu vois, ils changent de voix, ils sont tellement doux quand ils parlent.